attention Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Il y a un nom qui est revenu cette semaine, qui est revenu dans tous les sens. Et non seulement qui est revenu toute la semaine, mais il a été rappelé après le match contre Angleterre-Afrique du Sud, puisqu'on le parle de l'arbitre du match France-Afrique du Sud, qui a aussi été l'arbitre du match Angleterre-Afrique du Sud. C'est quelqu'un qu'on n'a pas forcément trop kiffé, c'est Ben O'Keefe. Ouais. Alors, encore une fois, on n'a rien contre lui et je dirais, voilà, j'ai aucun jugement sur un arbitre, mais je vous poserai la question. Messieurs, j'ai un vrai problème existentiel, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait reproché à cet arbitre d'avoir oublié pas mal de choses qui étaient des décisions létales à l'encontre de l'équipe de France en quart de finale, que quelque part il a été suspecté d'avoir fait la même chose au détriment de l'Angleterre, surtout à la fin du match. Vous n'avez pas l'impression que cet arbitre a un problème de vue, alors que le paradoxe, c'est que son métier dans la vie, c'est qu'il est ophtalmologue. Comme disait Chéri, tu disais un très bon point, ça fait peut-être longtemps qu'il n'a pas pratiqué. Ouais, je pense qu'effectivement, en étant arbitre de haut niveau comme ça, je pense que ça fait longtemps qu'il est plus à son cabinet et qu'il devrait peut-être mettre des lunettes parce que je pense que les écrans géants, il les voit pas. Quoique, il est, je pense, de mèche avec le TMO et le bunker, parce que je pense qu'effectivement, il y avait des images qui ont été très très vite coupées dans le stade. Parfaitement. Et qui n'ont jamais été revues, parce que je pense que sinon ça aurait fait encore plus de broncas. Et j'ai rien contre les arbitres, et même je les défends assez souvent. J'en ai fréquenté beaucoup du top 14 qui ont été critiqués, etc. En soirée, ouais, en troisième mi-temps. En soirée, ils sont super. Et surtout quand ils avaient fait gagner mon équipe. Non, pour être honnête, franchement, grâce à eux, j'ai beaucoup appris sur les règles. Mais c'est vrai qu'on peut être très surpris, on peut être dégoûté, on peut tout ce qu'on veut, les superlatifs négatifs sur Ben O'Keefe sur ces 2 dernières semaines, parce que je pense qu'effectivement, si l'Afrique du Sud passe sur une petite décision, il semblerait que sur l'essai, il était plaqué, le joueur, et il se relève et il va marquer. Et j'ai vu 2-3 images après. L'essai de Simon, hein, c'est ça? Ouais. C'est le seul essai du match. Et oui, c'est le seul essai. Et il semblerait que lui aussi, il aurait au moins dû être vérifié un peu plus profondément. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on reproche en fait. En fait, c'est ça, c'est d'avoir. C'est ce qu'on reproche à Ben O'Keefe, c'est que d'abord il y a l'arbitrage de la Coupe du Monde, il y a pas de cohérence dans cette Coupe du Monde dans l'arbitrage. On l'a vu, les plaquages hauts, les en avant volontaires, etc. Mais là, encore une fois, aujourd'hui, on arbitre à 5 plus un bunker plus un arbitrage vidéo pour certaines choses qui ont été létales envers l'équipe de France. Est-ce que Jérôme, on n'avait pas intérêt à ce que au moins une fois il fasse appel à la vidéo? Alors j'ai discuté avec plusieurs personnes qui étaient proches du truc. Apparemment, Ben O'Keefe, déjà, il faut savoir qu'il fait très peu appel à la vidéo, par nature. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Il faudrait lui envoyer une recommandée. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est que qu'est-ce qu'a fait le TMO ? Parce que moi, je pense que l'erreur, elle vient peut-être plus du TMO que du. Je pense. Oui, mais c'est lui le patron du jeu. Hein. Ouais, non, mais oui, c'est que les mecs, ils n'ont peut-être pas appelé en disant attention, on n'est pas sûr d'eux. Est-ce qu'il y a. Alors, normalement, il doit l'appeler s'il y a un acte d'anti-jeu ou un acte, on va dire, violent. Répréhensible. Ouais, répréhensible. Donc, est-ce qu'ils l'ont appelé ? Ça, c'est une première. Mais si je me rappelle bien, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que tout le corps arbitral de ce match est néo-zélandais, parfaitement. Tout le monde est néo-zélandais. Je trouve ça quand même très bizarre. Ouais, à vérifier, hein. À vérifier. J'ai à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Là, par contre, on sait pertinemment que la seule équipe qui pouvait battre les Blacks en finale, c'est la France. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est, je dis ça, je dis rien. Après, à voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que. Après, il a avantagé un peu l'Angleterre en début de match. Ouais. Et ça aurait pu être plus sympa pour lui de favoriser l'Angleterre. Je sais pas s'il a vraiment favorisé. Là, on extrapole. En fait, on a souffert parce que quand il a arbitré l'Angleterre le premier quart d'heure, on se dit tiens, c'est marrant. Il siffle au profit de l'Angleterre ce qu'il n'a pas sifflé contre nous. Non, mais ça, c'est un point. Après, il y a aussi l'interprétation de la règle. On parlait tout à l'heure de cette en avant volontaire d'être Sébastien qui tape sur le ballon. T'as un doute. Aujourd'hui, ce qui est gênant, c'est l'inconstance de l'appel à la vidéo. Des fois, tu appelles, des fois, tu n'appelles pas. Non, il y a un doute, on appelle. Et c'est clair. S'ils font un doute, s'ils expliquent la règle, la règle veut que... Alors, il y a deux choses dans cette règle, c'est qu'ils tapent le ballon reviendrait en arrière, parce qu'à vérifier, reviendrait en arrière, donc il n'y a pas faute. Sauf que le fait de taper sur le ballon, la règle, c'est quoi ? Il ne peut pas l'attraper. C'est un acte d'anti-jeu. Donc, tu sanctionnes quoi ? Non, tu sanctionnes pas l'acte d'anti-jeu,
tu acceptes le fait qu'il n'y ait pas de faute parce qu'il ramène le ballon derrière lui, donc ça veut dire qu'il veut le faire rejouer. C'est une faute cynique. Les Anglais disent faute cynique, c'est ça? Non, mais tout le stade voit que c'est un en avant volontaire et que c'est carton jaune. Et t'appelles la vidéo, mais par contre, il explique aux joueurs et il dit backward. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il aurait suffi qu'il consulte la vidéo et qu'il prenne la même décision pour qu'on n'en parle pas. Non, mais il y a deux fois où il consulte pas la vidéo. Il y a même plus, mais il y a ça. Et il y a Chelsea qui part juste avant le coup de pied de Thomas. Juste avant, il a été chronométré à 5 secondes au 100 mètres. S'il fallait vraiment faire la distance, s'il partait au bon moment, franchement. Non, mais tu le vois sur la vidéo après. Non, mais c'est ça. En fait, c'est le problème, c'est l'inconstance. C'est-à-dire que même pour les cartons, le pauvre Curry qui prend un carton rouge au début du premier match, là, ok, ils veulent faire une règle, ils veulent faire un exemple en disant attention, tout contact à la tête sera sanctionné par un carton rouge. Ok, pas de souci. Et ils le font face aux Fidjiens. Ben Curry, il se met à genoux, il a 4 appuis au sol. Comme ça, et il percute Joshua Tuisova, il lui démonte le genou, il prend pas de jaune. Tu dis il prend pas de jaune. Le samedi, 2 joueurs, un néo-Z, Aaron Smith et je sais plus qui, prennent un carton jaune parce que ils essayent d'aller chercher le ballon, mais comme le ballon est touché et qui va vers l'avant, carton jaune. Owen Farrell et Ben Estebeth, ils prennent pas de jaune alors que clairement ils tapent sur le ballon. À un moment. Excusez-moi, mais. Et il n'y a pas eu un contact aussi à la tête sur France-Afrique du Sud qui n'a pas été sifflé. Oui, c'est sur Danty. Du Toy qui met un grand. Et le Joe, à la fin, il me dit l'année dernière c'était là à gauche, là maintenant c'est à droite. Il nous dit ça ça après. Tu vois, et ça c'est pas. Et ça par contre c'est faux. Enfin c'est un. Ça c'est une faute. C'est un vrai acte d'anti-jeu. Ouais. Et du Toy, à un moment, il va se faire, il devrait prendre plus de rouge parce que il y va avec la tête, il y va pas forcément pour, mais il déblaye avec la tête. À un moment, si tu vises la tête de l'autre, ça fait contact à la tête. Et là, il doit prendre un rouge. On se fait du mal. Moi, je vous pose juste la question, c'est que je suis toujours assez, on est chauvin évidemment quand on perd. La première des choses, c'est de regarder. Oh, on est français, hein, on a le sang chaud, mais effectivement, depuis que je regarde le rugby, on a toujours des têtes où on se dit tiens, avec cet arbitre, on gagnera jamais. Moi, de ma génération, c'est Nigel Owens. Jamais le pourcentage de victoire, le pourcentage de victoire du 15 de France avec Nigel Owens, ça doit être ridicule. On doit en rigoler. J'ai une question à poser. C'est évidemment, c'est un sport très européen, très anglo-saxon, Commonwealth et compagnie. Donc, évidemment, les arbitres, ils vont être plus anglo-saxons que français ou même d'une autre nation. Mais est-ce qu'on formerait pas des arbitres ailleurs que normalement c'est le job de World Rugby. Non mais en Europe de l'Ouest et il y en a, il y a quelques Géorgiens, des Italiens. Attention, dernière Coupe du Monde, on avait 4 arbitres, là je crois qu'on en a qu'un seul. Donc on a que Mathieu de vitesse en France. Mais tu parles de Nigel Owens, intéressant ce qu'ont fait aussi les Sud-Africains. Nous on a Jérôme Garcès. Oui. Dans le groupe, il te loue les qualités de Jérôme Garcès sur l'analyse du jeu, comment analyser les règles et tout ça. Et effectivement, c'est devenu très très propre. Qui était arbitre au Japon. Qui était arbitre de la finale au Japon, Jérôme Garcès. Très bien. Les Sudaf, ils sont encore allés plus loin. Ils ont pris Nigel Owens pour qu'il leur explique comment sont tous les arbitres. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. En fait, il a fait un dépistage. Non mais je suis Erasmus. Du coup, il est toujours là. Très bien vu. Et en fait, il a bossé avec Nigel. Ils ont bossé avec Nigel Owens. C'est Monsieur Tapiro. Il aime ça. Il aime pas que tu lui parles comme ça, que tu lui attrapes le bras ou un truc comme ça. Ils sont allés dans le détail. Ouais. Et peut-être ça a marché. Un reproche que tu potentiellement que tu peux faire peut-être à Antoine Dupont, c'est peut-être ou peut-être il y a une zone à travailler. C'est moi, honnêtement, je trouve dommage que les joueurs français ne parlent pas anglais. Parce que s'ils parlaient anglais, ça faciliterait. Alors, il semblerait que Ben O'Keefe parle très bien français. Ouais, mais. Non. Mais justement, Erasmus a interdit à Ben O'Keefe de parler en français. Non, mais je plaisante pas. Il a interdit à l'arbitre de parler français pendant le match. Ils en ont parlé. Et comment il peut faire ça? Comment tu peux interdire à l'arbitre de parler français? En tout cas, il l'a sommé de rester à parler anglais pour tout le monde. Et c'est passé. C'est pas normal, ça. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été forcément. Tu vois, c'est ce genre de choses. Mais par contre, tu vois, je trouve que on aurait intérêt. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est la langue internationale sur la Coupe du Monde. Je trouve que c'est à peu près normal. Si tu fais un Roumanie-Géorgie, le mec il parle qu'anglais. Si les Roumains et les Géorgiens. Tu parles pas géorgien? Ah bah bon non.
Non, mais moi, je te dis pas qu'il faut qu'il parle français. Je te dis que c'est à nous de faire l'effort de parler anglais et peut-être de connaître mieux les arbitres. Et là, moi, j'aimerais beaucoup accompagner là-dedans, de se dire aux joueurs, tiens, on bosse en anglais. On va garder la piste à transmettre à Fabien Galtier. Et il y a quelque chose quand même qui est bien et il faut le poursuivre, c'est que les arbitres français maintenant intègrent les clubs de top 14 a posteriori dans le staff. Jérôme Garcès qui a intégré le staff de l'équipe de France. Parce que faut pas se mentir, il y a quelques années, le nombre de pénalités qu'on se prenait parce qu'on n'analysait pas bien l'arbitrage, etc. et qu'on n'avait pas ça. Depuis que les arbitres intègrent les staffs professionnels, c'est mieux pour les joueurs et il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et je sais plus avec qui je discutais encore hier, on se disait sur les arrêts de volée dans les 22, il y a une règle. Et là d'ailleurs c'est les Sud-Africains qui l'ont pris ou je sais plus qui a pris ça. On peut faire une mêlée après. On peut faire une mêlée après. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça. Est-ce que c'est un bras cassé? Oui. C'est un bras cassé, donc tu peux choisir une mêlée. Et il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors peut-être que moi je suis trop amateur pour ça, mais. Alors justement, parce que là il peut-être le temps de conclure. Moi j'aimerais bien faire un dernier focus sur la confiance que les Sud-Africains ont en eux-mêmes, c'est-à-dire que pendant la demi et le quart de finale, pour effectivement un marque dans leur 22, ils ont décidé sans coup férir de faire 2 mêlées, donc un lancement de jeu qui peut être casse-gueule, parce qu'une mêlée peut s'écrouler, il peut y avoir une domination, etc. Et ils l'ont fait sans aucun problème, sachant que s'ils prenaient une pénalité, 22 en face, c'est fini. Donc on a une équipe d'Afrique du Sud avec une énorme confiance en elle, une confiance aussi en ses moyens. Quand je dis moyens, c'est aussi les moyens du manager Rassi Erasmus, de Dirk Nienaber, et du fait qu'ils sont, comme tu le disais tout à l'heure Jérémy, en mission. En mission pour leur pays. C'est vrai que ça revient souvent au goût du jour. Le pays est pauvre, le pays, il y a des fusillades, etc. Donc on se bat pour plus de 60 moi, je vais dire autre chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis qu'ils ne vont pas gagner les Sudaf parce qu'ils gagnent tous les 12 ans. Ils ont gagné 95, ils ont gagné 2007, ils ont gagné 2019. Donc là, c'est pour les néo-zèles. C'est l'analyse de Jérôme. C'est vrai que les Sud-Africains gagnent tous les 12 ans. Donc a priori, c'est la Nouvelle-Zélande qui passe. Pour toi, Jérémy? Moi, c'est la Nouvelle-Zélande aussi. D'accord. Parce que je pense que l'arbitrage dans les zones de rock va être scruté et que je pense que là ils peuvent pas c'est 2 fois de suite, c'est un peu chaud, donc là même World Rugby va devoir s'en faire une mission de regarder bien les zones d'or. Et sur l'arbitrage, et je ferai un mauvais esprit, une fois n'est pas coutume, c'est que comme la Nouvelle-Zélande est en finale, comme Ben O'Keefe, l'arbitre du quart et du demi, est néo-zélandais, on est sûr qu'il n'arbitrera pas la finale, donc a priori je suis assez d'accord avec Jérémy avec le déroulement de la finale. Grande chance que ce soit Barnes. Barnes qui est l'arbitre anglais, c'est ça. L'arbitre anglais. Ou sinon, qui est très bon. Si les Sudaf gagnent, ils gagneront d'1 point. Ouais. Bon, en tout cas, on a hâte. Ça serait fou quand même. On a hâte. Quart demi-finale d'1 point, ça serait. De voir se dérouler toute cette semaine avec les informations, peut-être l'intox de la part d'Erasmus jusqu'au match de samedi. Qu'est-ce qui va nous sortir, Erasmus? Parce que sur les quarts, il a sorti un truc, sur les demi, il a sorti encore un truc. Qu'est-ce qui va nous sortir, Racine? Ça va être bien. Sincèrement, j'aimerais bien être une petite souris et être dans le casier des Sudaf pour savoir ce qu'ils vont faire. Quand tu les vois, là, ils ont tout le temps la banane. Ouais, mais attention, là, ce qu'on vient de dire sur les coachs, c'est une force dissuasive. Ouais. Les Néo-Zélandais se posent la question et c'est pas vain parce que quand on change son demi d'ouverture à la 30e minute, quand on change son arrière à la 40e, ça va très très vite et quelque part c'était planifié. D'accord, donc quelque part on a vraiment le sentiment peut-être je sais pas si c'était planifié, mais par contre c'était un coaching très en tout cas c'était possible. Planifié, c'était possible, c'était dans le champ du possible. Le champ du possible, c'est dans le champ du possible. Ça allait se faire. Parce que de toute façon, tu savais que Leroux il allait rentrer parce qu'il joue arrière, tu savais que Pollard il allait rentrer, donc voilà, c'est vraiment mais dans les remplaçants néo-zélandais, on a aussi ce diable de Mackenzie qui peut faire aussi des choses. Donc, parce que c'est quand même 53 points dans cette Coupe du Monde, Mackenzie. Oui, donc, sur le banc, il y a Mackenzie, il y a Linerbrand derrière. C'est quand même un gros poulaga. Linerbrand qui avait fait une très bonne rentrée en quart. Qui ajoute. Mais est-ce que vous voyez un gros score, vous? Alors, j'ai envie de te dire, il y a la pluie, mais moi j'avais joué. Je vois pas beaucoup d'écart. J'avais joué dans les 32 quelque chose. Là, aujourd'hui, moi, je continue à penser qu'il y aura un petit 32 hype, 28. Moins de 30 points. Moi. Ah ouais, moins de 32, 28. Moi, j'ai envie de voir. Non, les Blacks.
Mais que l'Afrique du Sud arrive à mettre 28 points au Black. Ouais. Ouais, quand même. Et ils restent quand même sur ils ont une confiance en eux. Hein. Ils restent sur une victoire. Alors même juste avant la Coupe du Monde, où ils leur ont mis 30 grains à Twickenham. Ouais. Je pense que c'est anecdotique. C'est anecdotique. Jérôme, avec un carton rouge et 2 cartons jaunes. Non, mais c'est anecdotique. Mais je pense qu'ils dans la tête quand même, ils ont cette notion de se dire les Blacks, on peut les battre. Ouais, c'est du 50-50. On est tous les trois à dire que la Nouvelle-Zélande va quand même peut-être gagner. Ah ouais. Ouais, c'est du 50-50. Je En crois que ça penche plutôt vers les Blacks. Dit la France. Ouais, ça penche plutôt vers les Blacks. Moi, j'attends avec impatience la petite surprise Erasmus. En termes de jeu produit, c'est quand même l'équipe des deux qui ça récompenserait le jeu. Ça reprend tes stats. Ouais. Et moi, s'il y avait eu l'Angleterre en finale, pour moi, ce money game de Borswick, qui pour moi est de l'anti-rugby, parce qu'en fait, tu joues comme si tu joues au baseball ou au cricket. C'est insupportable. Oui, c'est pas très beau. C'est pas très beau, c'est pas intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, je vous ai pas dit, mais j'avais au téléphone mon pote champion du monde en 2003, Simon Shaw. Je lui dis, finesse, Simon, pour moi, c'est la double peine. La France perd et là, je suis les Anglais. Alors, ça le fait marrer. Et il me dit, je te souhaite bon courage, t'endors pas. Ouais, c'est ça. et juste sur Angleterre-Argentine, vous voyez quoi? Alors, moi, je verrais bien. Alors, j'espère, parce que j'attendais beaucoup de l'Argentine face à l'Angleterre du premier match, avec de la grinta, avec de l'agressivité. J'avais été très déçu. Ils sont passés complètement à côté. Mais après, ça c'est. Ouais, c'est monté. Et je pense que. Ça va être intéressant. Ils vont se faire un point d'honneur à battre les Anglais. Parce que Tcheka, qui a été pas critiqué, hein, mais je pense que pour Tcheka, c'est important qu'il gagne. Je pense que le match va être intéressant. Il faudrait peut-être leur repasser un petit peu des images des années 80, de la guerre des Malouines et tout ça. Est-ce que ça va pour mettre un peu d'huile sur le feu. Est-ce que ça va pas être un revival de ce qu'on a vu entre Angleterre et Afrique du Sud, où il va rien se passer, où ça va juste cogner devant et que va y avoir juste des coups de pied? Faut regarder l'équipe que va faire Borswick. C'est ça. Tu vas comprendre. S'il met Ford, ça risque de jouer. S'il te remet Owen, Farrell, Owen Farrell, bis repetita, ça va être guerre tranchée, bim bam boum, à droite, à gauche, en haut, rasant. Et ça va jouer sur un drop. Ça va jouer sur un drop peut-être. Parce que moi, c'est vraiment, et je sais qu'on doit conclure, mais j'avais été choqué parce que sur les premières 15 minutes de Nouvelle-Zélande-Argentine, il faut voir, hein, les Blacks sont dans leurs 22 mètres, les Argentins, ils n'arrêtent pas de jouer et ils font le pare-brise. Et en fait, mais rien ne passe. Jamais rien ne passera. Ouais, et les mecs, les Argentins, c'était scolaire, c'était boum, on fait 3 petits tas, allez, on écarte. Ils ont fait l'essuie-glace tout le temps. Et ils ont fait l'essuie-glace tout le temps. Et il n'y a jamais eu un moment où la défense néo-zélandaise a été mise à mal. Et on se disait rien ne passe. Et les Argentins, jamais ils ont tapé un coup de pied. Ils ont quand même des bons botteurs. Ça y va. Et jamais dans leur psychologie ils se disent, bon, ça fait quand même 10 minutes qu'on est là, on prend rien. À un moment, on va prendre. Et ils ont pris, je crois, une pénalité ou deux. La première. Exactement. Ils ont mené 3-0. Mais à un moment, c'est de se dire, on passe jamais, mais il faut qu'on mette les points à un moment. Quand Danny Kerr marque son dernier essai, là, qui donne le large aux Anglais face aux Fidjiens, quand tu regardes Danny Kerr, à un moment, derrière la mêlée, on n'en a pas vu beaucoup de drops derrière la mêlée en match internationaux. Là, il n'y en a pas eu dans la compétition. Mais je le vois. Et pour l'avoir vu en championnat pendant 4 années, je vois. Et là, je sens qu'il est parti pour faire un drop. Il se dit, tiens, je vais peut-être tenter un drop juste derrière la mêlée. Et là, il prend le ballon, et là, il voit que la porte s'ouvre. Il part à Diobert. Et là, en fait, c'est aussi parce que je pense qu'il donne aussi l'impression à l'adversaire. Il y a la possibilité de. Je vais te faire un drop. Le mec, il monte sur l'extérieur. Et là, sur les 10 premiers mètres, c'est un joueur qui a des Bien battes. sûr, quand on met un 10 dans l'axe, forcément, il va y avoir des joueurs qui vont aller en pressing et qui vont les contrer. Mais là, c'est son mouvement. Tu sens que lui, il peut faire le drop aussi derrière la mêlée. Et peut-être qu'on aura un drop derrière une mêlée, un Faf de Klerk, qui tape des 2 pieds aussi. Faf de Klerk. Ce diable de Faf de Klerk. Les paris sont ouverts. Merci beaucoup. Merci, c'était ça. Merci de cet échange. Écoutez, ça a été un plaisir. Merci Jérémy. On change de maillot. Mais on va se le faire, heureusement. J'ai un vestiaire dans le studio. Je vais pouvoir le mettre et moi j'ai un pyjama. Merci Jérôme, ça a été un plaisir d'avoir à la fois débriefé les demi-finales et de s'être projeté sur cette finale
que nous attendons tous avec impatience. En tout cas, on parlait d'avenir aussi. Il a amené des choses intéressantes. Il y a eu les idées sur le rugby international. Il y a eu les idées aussi sur le groupe et le management. On a eu une belle Coupe du Monde en France, même si l'équipe de France n'est pas allée, parce que je sais que c'était un point que tu voulais dire. Les retombées économiques ne sont pas celles espérées, mais elles sont positives. Et on a eu quand même des stades pleins. Il y avait 78 000 personnes sur les deux demi-finales. C'est un succès, malgré tout. J'ai posé la question à plein de joueurs que j'ai rencontrés lors des interviews pour World Rugby. Et à chaque fois, les mecs me disent mais, c'est super. Si à Colissi, il me dit c'était génial. Et puis il me fait vous nous ressemblez un petit peu, les Français, vous aimez bien la viande et le vin rouge. Donc il dit je lui dis t'es content. Si à Colissi, tu vas venir jouer au Racing, c'est ça. Au Racing. Mais ses enfants sont déjà à l'école. Et il me dit l'autre jour, je les ai accompagnés à l'école parce qu'il avait une journée off, donc il est allé accompagner ses enfants à l'école. C'est génial. Mais tous les mecs te disent que la Coupe du Monde en France, ils sont super surpris enfin pas surpris, mais ils sont très heureux d'avoir fait cette Coupe du Monde. On a dit partout où on est allé, quand on était à Marseille, quand on était à Aix-en-Provence, tous les gens sont contents, les gens sont gentils. Et ce qui ressort aussi, c'est intéressant, c'est de te dire que waouh, ton pays, il sait recevoir aussi. Ça, c'est important. On est prêt pour les Jeux. On est prêt pour les Jeux. Souhaitons-le en tout cas. Quand on aura fini les travaux. Ah oui. C'est pas demain la veille. Non, c'est pas demain, Encore merci les garçons. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine édition de l'After Rugby, cette fois-ci dans un débrief de la finale. Et pour l'avenir, on essaiera de parler de l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Australie en 2027. Voilà, merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures.